Nous sommes en communication maintenant avec le docteur Alain Siary, que vous voyez à l'écran. Alain Siary, il est médecin généraliste en métropole, très, très impliqué pour tout ce qui est formation, formation indépendante. Il fait partie de la Société française de thérapeutique généraliste, pour lequel le président Antoine de Becco est venu l'année dernière vous expliquer que c'était difficile d'avoir des associations de formation pour les médecins totalement indépendantes. Et il fait partie aussi du groupe Princeps. Le groupe Princeps, c'est un groupe qui a été élaboré, il nous en dira plus, mais par la faculté de Bobigny, qui est très en avance, je crois, sur ce thème, et qui a fait très récemment un colloque sur la surmédicalisation, la sous-médicalisation, un peu de tout ce qu'on parle actuellement. Alain Siary, bonjour, est-ce que tu nous entends? Très bien. Voilà. Est-ce que vous Écoute, m'entendez? oui, nous on t'entend bien, on te voit, le monde entier te voit. Donc, on va quand même te demander de parler en français, parce que ça a été assez difficile pour nous, cette session anglaise. Nous avons tous beaucoup transpiré. Je ne sais pas si tu as entendu ma courte présentation te concernant. Écoute, je te laisse la parole et j'aimerais que tu le dises. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour le faire moi-même. Je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt, puisqu'on demande à tous nos orateurs, c'est la loi qui nous l'oblige à le dire dès qu'on s'exprime en public. Je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt. Et puis voilà, je te laisse la parole pour quelques minutes avec, j'espère, des échanges entre les patients qui sont dans la salle et les quelques professionnels de santé que nous avons aussi. Merci. Donc la SFTG, c'est la Société de formation thérapeutique du généraliste. On est une société de médecins généralistes impliqués dans euh, la formation professionnelle des médecins, une formation qui est totalement indépendante de l'industrie, qui est financée indirectement par la sécurité sociale. C'est le développement professionnel continu et les médecins ont droit à 4 journées par an de développement professionnel continu. Par ailleurs, nous avons ce qui s'appelle la SFTG Recherche, qui fait actuellement un travail sur les inégalités sociales de santé. Voilà, donc notre implication dans la formation continue. Pardon? Je continue. Et par ailleurs, un certain nombre d'entre nous sont aussi impliqués dans la formation initiale des étudiants. Voilà un peu donc le type de travail que nous faisons actuellement. À travers le groupe Princeps dans lequel nous sommes impliqués, il y a tout un travail qui est fait sur le problème de la surmédicalisation. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, lors du colloque que nous avons fait à Bobigny, nous avions un atelier axé sur le disease monitoring, c'est-à-dire le façonnage des maladies, un atelier axé sur les problèmes de dépistage des cancers, particulièrement dépistage du cancer de la prostate et dépistage organisé du cancer du sein. Nous avons un atelier sur l'efficience des médicaments et des traitements, et enfin un atelier sur les médicaments indispensables. Voilà, en quelque sorte, rapidement résumé, le projet de ce colloque qui, en même temps, s'attaquait au problème de la sous-médicalisation et des inégalités sociales de santé. Donc, c'est un travail que nous faisons depuis déjà un an et demi. C'est le deuxième colloque et nous espérons en faire un troisième pour approfondir ce travail sur la surmédicalisation. Donc, on pense que c'est quelque chose de structurel. On met en évidence, certes, le rôle de l'industrie pharmaceutique, mais ce n'est pas à lui seul la cause. C'est aussi une des dérives de la médecine contemporaine, axée sur la technologie et sur les problèmes de surdiagnostic et de surtraitement. Voilà un petit peu pour résumer ce qu'il en est. Il faut savoir aussi que SFTG Recherche a pu obtenir un financement pour faire un essai randomisé avec le baclofen euh, comme traitement pour aider les personnes qui ont des problèmes avec l'alcool pour se sortir de cette addictivité.
puisque à l'époque, aucun laboratoire n'avait voulu prendre en charge et financer cet essai. Donc c'est un essai qui est en cours et qui sera publié par le docteur Jordi d'ici quelques mois. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Je voudrais, moi, poser une question, à moins qu'il y en ait dans la salle. Est-ce que c'est dur de ne pas être financé par l'industrie pharmaceutique? En gros, est-ce qu'une société de formation pour les médecins, généralistes ou autres, a les moyens, et dans ce cas-là, quels moyens, pour diffuser une information, diffuser de la formation sans l'aide de l'industrie, ou est-ce que on se bat un peu contre je ne sais pas quoi, enfin, est-ce que c'est un peu une épée dans l'eau, parce qu'on sait que de toute façon, tant qu'on n'aura pas de crédit alloué spécifiquement de l'État, c'est peine perdue de vouloir chercher d'autres financements. Qu'est-ce que tu en penses, sachant pour le public qui est là que la société Fantaise, ce n'est pas une petite société, c'est une des grandes sociétés de thérapeutique qui est référente pour nous. Malheureusement, comme elle a peu de budget, donc elle a du mal à se faire entendre. Qu'en penses-tu? Alors, on a un budget, on a des cotisations, mais c'est sûr que ça ne suffit pas pour financer une société comme la nôtre. L'essentiel du financement provient des formations conventionnelles, c'est-à-dire que nous participons à la formation conventionnelle obligatoire des médecins et nous touchons de l'argent de l'organisation de gestion de la convention qui nous permet de financer ces formations, de payer les intervenants, c'est-à-dire les formateurs, les experts, les animateurs, et en outre d'avoir donc dans notre caisse de l'argent qui nous permet de financer d'autres actions. Donc nous avons un financement public, uniquement public. Tant qu'il existe, nous fonctionnons. Si un jour ce financement public, dont on ne sait pas combien de temps il va durer, est coupé, ben nous n'aurons plus rien. Voilà. Donc ça, pour l'instant, nous avons plusieurs secrétaires, nous avons un panel de secrétaires qui travaillent pour les inscriptions dans les formations, dans le développement professionnel continu, et ce financement est uniquement public. Par rapport aux autres sociétés scientifiques, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile, puisque la plupart des sociétés scientifiques sont, surtout les sociétés scientifiques de spécialistes, ont un financement par l'industrie pharmaceutique. Oui, merci. Moi, je suis Sidiki, je suis interne en médecine générale. J'avais une petite question concernant le développement professionnel continu sous sa forme actuelle. Qu'est-ce que vous en pensez, notamment devant la multiplication des organismes de formation? Voilà, merci. On est très inquiet de la multiplication de ces organismes qui n'existaient pas avant, dont leur financement est un petit peu occulte. Certains sont indiscutablement financés par l'industrie pharmaceutique, c'est sûr. Et je pense que cette prolifération d'organismes dont certains sont bidons, puisque de toute façon, ils proposent des DPC en quelques heures sur Internet, ça nous pose effectivement de gros problèmes. On pense que les validations sont faites de façon très légère, et ça nous inquiète. Merci Alain. Des questions dans la salle peut-être? Une question sur Internet que va nous lire Emma. Donc il y a une personne qui vous demande quelles sont les sources de financement public, enfin préciser un petit peu les apports, les financements publics que vous avez. Je pense que vous avez déjà répondu. Alors, avant, ça s'appelait, je ne me souviens plus le nouveau nom, l'organisme de gestion de la convention. Cet organisme de gestion est financé, alors c'est un financement multiple par l'État, par la sécurité sociale, et puis par une taxe prélevée sur l'industrie. Et cet organisme de gestion financé de cette façon finance à son tour les sociétés qui participent à la formation des médecins, à la formation professionnelle des médecins.
Donc c'est un financement qui est uniquement public. Par Alain, l'intermédiaire tu... Merci. Excuse-moi. Alain, tu restes avec nous. Tu as l'image, mais ça, on va débattre un petit peu dans la salle. Tu vas entendre les questions. Elles ne seront pas forcément adressées à toi, mais on continue les échanges et tu restes avec nous et on te reprend dès que tu le souhaites ou si on souhaite que tu apportes une réponse. Ok. Oui. Voici un an, ici, dans une séance à laquelle je crois vous n'avez pas participé, il avait été présenté les recommandations de Winkler d'arrêter de recevoir des journaux électroniques médicaux, de s'abonner à prescrire, de lire le guide des 4000 médicaments de Philippe Even et de Bernard Doré. Moi, je voudrais savoir quel est l'impact de la journée d'il y a un an sur le nombre de gens qui se sont abonnés à prescrire, le nombre de gens qui ont lu le guide des 4000 médicaments, qui, à mes yeux, est une ébauche du futur Vidal. Je voudrais savoir si on a un réel impact dans ces séances. Alain, est-ce que tu as une réponse? J'ai pas entendu, j'entends mal. Tu peux répéter la question? Oui. Alors, je répète les principales questions. Hein. Ça passe Attends, mal. Là, tu entends la question là? Parce qu'en fait, je vous explique. Hein, il n'entend pas la salle, il entend mon micro par ici. Voilà. Peut-être. Je vais résumer la question. Docteur Dorémieux, qui est urologue, installé depuis très longtemps à La Réunion, et qui te posait la question, puisque je pense que tu as pris connaissance de ce qu'on avait fait le 1er décembre 2012, avec notamment la venue de Bruno Toussaint, directeur de Prescrire. Est-ce que tu as la notion, est-ce que tu penses que les abonnements chez Prescrire ou à des associations de formation continue indépendantes de l'industrie, il y a eu plus d'adhérents ou pas? Est-ce que tu as cette notion-là? Quel impact, en gros, de ce qu'on fait hier, aujourd'hui, demain, par rapport à ça? C'est très difficile de mesurer l'impact. On peut dire que tout ce qui est formation indépendante de l'industrie, il y a à peu près une adhésion de 20% des médecins pour les généralistes. 20% qui sont abonnés à Prescrire et qui vont dans les formations conventionnelles. C'est 20%. D'après les données dont je dispose. Donc c'est un impact qui est loin d'être négligeable, mais c'est que 20%. Alors que la formation faite par l'industrie, ça concerne probablement beaucoup plus de monde. C'est une formation autour d'une bonne bouffe, et puis c'est un discours d'un hospitalier, d'un spécialiste qui tombe de haut en bas, et puis on fait la promotion d'un médicament. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec les formations interactives que nous organisons, ni avec le contenu d'une revue comme Prescrire qui est indépendante de l'industrie. Il faut savoir qu'il n'y a pas que Prescrire qui est indépendante de l'industrie parmi les revues francophones. Il y en a quand même deux autres qui sont importantes. Il y a la revue Médecine, qui est une revue de médecine générale, qui a été financée au début qui avait un financement public et maintenant qui a un financement uniquement par ses abonnés. Et puis il y a une revue belge, francophone, qui est d'accès gratuit sur le net, qui a financement par le ministère de la Santé belge, qui s'appelle Minerva. Donc nous disposons de 3 revues francophones totalement indépendantes de l'industrie pharmaceutique. Voilà. Merci Alain. Une question de M. Paramé, qui représente donc l'association des patients atteints d'une maladie cardiovasculaire qui est prise en charge par le réseau Réucare ici. Oui, d'après ce que j'entends, on aurait parfois l'impression que toutes les personnes seraient contre l'industrie pharmaceutique. Moi-même, je n'en crois pas. Mais ce qui me laisse aussi penser, c'est que est-ce qu'on ne voudrait pas un peu limiter les activités de ces industries, parce qu'ils débordent en fait de leur domaine, qui serait de préparer, vendre des médicaments, mais laisser à d'autres professionnels qui, eux, sont plus proches du patient et des soins, la possibilité donc de former, d'indiquer, de soigner vraiment. Et ça me laisse l'impression qu'ils interfèrent un peu trop dans des activités qui ne relèveraient pas de leur domaine. Est-ce que c'est votre avis? Merci. Alain? Je n'entends pas. Hein.
Je t'entends très bien, Philippe, mais je n'entends pas la salle. Philippe, il faut que tu répètes. Merci. Oui, malheureusement, j'étais ailleurs dans mon cerveau et je suis désolé, je suis un très mauvais orateur. En attendant, vous venez ici, vous allez la reposer et il y a Bernard Gueuser qui voulait poser une question. Vous venez, voilà, Bernard. Oui, je pense moi je suis praticien hospitalier au CHU. Il y a quand même 3 acteurs. Il y a le médecin, le patient, le médicament. Le médecin va proposer des... vous n'entendez pas. Enfin bon, c'est pour la pièce où je viens. Oui, 3 acteurs dans cette affaire. Il y a le médecin, le patient, le médicament. Le médicament derrière, il y a l'industrie pharmaceutique. Le médicament existe. Au début du XXe siècle, un médecin avait à peu près 10 médicaments dans sa trousse. Depuis, on est passé à une inflation de médicaments. Donc, il faut certainement trouver un juste milieu. Il y a la proposition du médecin qui propose un médicament au patient. Il y a la demande du patient qui réclame un médicament, celui-ci, et pas un autre. Et en tant que médecin généraliste, vous connaissez bien ce phénomène où le patient arrive avec pratiquement, on vous demande de signer une ordonnance qu'il a pratiquement rédigée lui-même. Donc c'est vrai que le problème est assez complexe. Alors je ne sais pas si finalement la journée de décembre a eu un impact, pour répondre à la question de votre collègue, mais par contre ce qui a eu beaucoup d'impact, c'est ce qui s'est passé récemment en matière de pilules de dernière génération, en matière de Mediator, puisque vous avez peut-être pris connaissance de chiffres de consommation médicamenteuse en France qui sont sortis il y a quelques jours. Et pour la première fois depuis, je crois, 1990 ou 1994, il se consomme moins de médicaments en France. Il s'est moins consommé de médicaments en France en 2012 qu'au cours des années précédentes. Je crois qu'on est à moins 0,5%. Donc ça va quand même dans le sens soit d'une maîtrise des prescriptions par les médecins, soit d'une moindre demande des médicaments par les patients. Et c'est quand même assez intéressant. Reste à savoir si cette tendance va se poursuivre ou pas. Mais pourquoi faut-il penser que le médicament serait-il roi dans nos sociétés ? Il y a aussi beaucoup d'autres solutions de se soigner. Et bien sûr, c'est l'exercice physique, c'est l'hygiène de vie, en particulier à La Réunion où diabète, hypertension, surpoids sont fréquents. En tout cas, c'est la maîtrise des phénomènes cardiovasculaires. Donc il faut, dans ce débat-là, certainement aussi pouvoir faire passer des idées auprès des patients allant dans le sens d'une modification de l'hygiène de vie. Pourquoi ne pas marcher un quart d'heure par jour ? Allez, on va essayer de faire les marches de l'amphithéâtre, une demi-heure, on s'en trouverait beaucoup mieux. Pourquoi finalement nous sommes tous conditionnés à ce qu'est le médicament et à attendre tout du médicament ? Ça, c'est une des grandes questions. Je ne sais pas si c'est l'industrie pharmaceutique ou la modernité de la médecine qui nous a rendus dépendants à la pilule, quelle qu'elle soit, mais c'est vrai qu'il est temps d'en sortir et de trouver d'autres solutions, comme beaucoup le préconisent, par des modifications d'hygiène de vie ou de style de vie quand c'est possible. Merci Alain. Je vais donc te reformaliser. La question précédente que je n'avais absolument pas retenue va être reposée par un patient de l'association Reicare. Juste pour la salle, ceux qui n'ont pas réservé pour manger, il y a encore le temps. Sachez que tout le monde paye. Moi-même, je paye. Alain Cassel paye le repas. C'est 20 €. Il reste encore des tickets. Nous avions réservé 50 plats. Nous allons payer 50 plats. Vous voyez qu'on a tout juste atteint ce chiffre. Donc, ceux qui désirent manger, donc ça sera ravi. Ça se passe à la cafétéria. Tout est prêt dans à peu près une demi-heure, 20 minutes. Monsieur Paramé. Merci. Alors, ma question, en fait, s'orientait sur le positionnement de l'industrie pharmaceutique, parce qu'on aurait l'impression qu'on tire à boulet rouge sur eux, sur elles. Mais le propos serait peut-être de réorienter l'activité de ces industries qui aujourd'hui en fait sort un peu de leur domaine de fabrication, de conception de médicaments et de recherche pour aller les commercialiser et même jusqu'à presque prescrire puisqu'ils donnent les formations aux personnes, aux professionnels de santé. Donc ma question serait, est-ce qu'il ne faudrait pas en fait leur couper un peu les tentacules, si on peut dire, et remettre ces fonctions de formation à des vrais professionnels de santé?
moi, je pense que... Vous m'entendez? Bon. Je pense qu'il est très... Ce qui est très délétère, et c'est ce qu'a bien montré le compte-rendu fait par le représentant de la CNAM il y a 3 jours, c'est la visite médicale auprès des médecins. La majorité des médecins reçoit la visite médicale, et l'on voit le résultat en ce qui concerne les prescriptions. Par exemple, on a une statine, un anticholestérol, qui s'appelle le Crestor, qui est aujourd'hui le plus prescrit en France, alors qu'il est cher et qu'il n'est pas aussi bien évalué que les autres, qu'il n'apporte rien, et on voit bien que ça, c'est le produit de la visite médicale. Donc, la visite médicale a une influence déterminante sur les prescriptions, d'autant plus déterminante que les médecins, quand on les interroge, disent qu'ils ne sont pas influencés par la visite médicale. Lors du colloque de Bobigny, nous avions un jeune médecin qui a fait sa thèse en Bretagne sur l'influence de la visite médicale sur les prescriptions, étudié ça à propos d'un panel de médecins généralistes. Il a bien montré qu'il y avait une corrélation statistiquement significative entre la visite médicale, la promotion d'un médicament et ses prescriptions en pharmacie. Donc, la visite médicale a une influence déterminante sur les prescriptions. Je pense que tant que celle-ci, qui est une visite qui a pour un but essentiellement promotionnel, un but pour vendre un produit, non pas une volonté d'avoir des traitements les plus performants, des traitements les plus efficients, tant que ça existera, eh bien, nous aurons inéluctablement ces dérives. Alors, il y a ce qu'on appelle le Sunshine Act, qui a été promu, et on nous dit, ben voyez, quand les médecins toucheront des cadeaux jusqu'à 10 €, ils devront les déclarer. Mais l'essentiel n'a pas été abordé, à savoir les contrats qui existent pour un travail entre un médecin et l'industrie, le contenu de ces contrats et la rémunération du travail de ce médecin. Tout ça, ça sort du Sunshine Act. Or, c'est quand même l'intérêt principal, c'est de connaître tous ces éléments. Donc, pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il existe une volonté de la part du pouvoir public de régler ce problème. Pas du tout. Voilà. Donc, c'est un combat qu'on doit mener encore pendant longtemps, je crois. Grand merci, Monsieur Paramé. Grand merci Alain Ciary, docteur Ciary, donc SFTG et groupe Princeps, fac de Bobigny en métropole. Tu peux continuer à suivre sur notre vidéo, mesdossiers.re. On va arrêter le SCAP avec toi.